Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ça soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cet épisode, nous allons parler de maigrir avec un lipoœdème. On va parler des frites, de l'insuline, des protéines végétales et des glucides. Alors, si vous aviez pas vu ce week-end, mais j'ai proposé les clés de la motivation à l'âge adulte. Donc c'est toute une enquête sur ce qui motive un adulte. Donc certainement comme vous et comme moi. Enfin moi c'est certain, vous j'en sais rien, je sais pas quel âge vous avez quand vous m'écoutez, mais je pense que si je suis les statistiques, vous êtes logiquement tous adultes. Eh bien, ça ne fonctionne pas de la même façon que quand on est ado ou même très jeune adulte, parce que pour moi 20 ans, c'est un adulte en devenir, mais c'est pas vraiment un adulte quoi. Donc ma définition de l'adulte là pour ça au moins, c'est quand on est rentré dans la vie active, qu'on a des responsabilités et que, peut-être pour certains, 1 ou 2 enfants, voire plus, et que ça y est, on est vraiment dans la vie active, on bosse, on paye ses factures, on paye son loyer, paye sa bouffe. Pour moi, c'est ça être adulte. Donc comment on fait pour se motiver à faire du sport et à faire une diète quand il y a le poids de la vie quotidienne sur les épaules? Heu j'ai enquêté là-dessus et j'ai trouvé des tas de réponses. C'est ça qui est intéressant. Qui sont pas du tout omises dans les livres de dev perso parce que, en fait, un livre de développement personnel, c'est, pareil pour tout le monde, quoi. Quel que soit ton âge, tu lis le bouquin et ça devrait marcher. Sauf que je pense qu'il faut un petit peu, affiner, notamment pour la motivation parce que ceux qui ont le plus de mal à se motiver sont pas les jeunes, hein, qui ont juste leurs études, ou leur job étudiant à payer, enfin à penser pardon, en géné et puis en plus ils sont bien plus concernés par leur apparence physique et puis ils aiment bien voir les copains donc tout ça, ça motive à aller à la salle de sport. Quand on arrive à un certain âge, heu, c'est peut-être plus du tout les mêmes moteurs qui fonctionnent, il faut utiliser d'autres moteurs, en démarrer, certains et justement l'enquête que j'ai pu faire vous montrera justement ce qui fonctionne. Voilà, donc vous avez le lien dans les notes de cet épisode qui s'appelle, l'enquête s'appelle «Les clés de la motivation à l'âge adulte». Vous avez le lien, vous avez la description, vous avez toutes les informations si ça vous intéresse. Alors, est-ce que vous souffrez de la chaleur? Moi, oui. Là, ça fait, plusieurs jours qu'on est en espèce de canicule, dans le sud de la France. Donc je le vois tout de suite parce que mes nuits sont de moins en moins récupératrices et je vois également la VFC qui commence tout doucement à s'effondrer. Donc heureusement que logiquement, dans les jours qui viennent, ça va se réguler, mais on sent bien que la VFC, elle en prend un coup, donc la variabilité de la fréquence cardiaque, donc ce qui fait qu'on récupère en fait, hein, en gros, hein, ce qui donne un petit peu notre niveau de récupération. Et là, c'est le moment justement de ne pas sauter sa méditation, de ne pas sauter ses séances de yoga si on en fait, de retour au calme et tout, pour juste de lecture tranquille, de bain, pour justement, essayer de prendre soin au maximum de soi.
Alors moi, je fais pas partie des gens qui sautent le sport, donc je préfère organiser ma récupération autour, plutôt que de me dire: «Je fais pas de sport, il fait trop chaud» et cetera, quoi. Parce que si demain, il fait trop chaud tout le temps, on fait plus de sport, quoi. Et ça, c'est pas mon objectif et c'est pas, je pense pas qu'on soit fait comme ça. Puisque, s'il avait fallu aller chasser et se nourrir, donc courir, et tout ça avec des grosses températures, bah, il aurait bien fallu aller manger, hein, donc bon, je parle de dans l'hypothèse où on reviendrait dans le passé évidemment, hein, je parle pas aujourd'hui, hein. Je je vais pas chasser ma nourriture aujourd'hui. Bon, hem, alors qu'est-ce qu'on va, ah oui, frites et diabète, un lien inquiétant révélé par les scientifiques. Donc il y a une vaste étude suivie depuis 1984 auprès de plus de 205 000 professionnels de santé américains, qui a été publiée, dans une revue, alors c'est la revue BMJ que vous pouvez aller voir, je vous ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Et les chercheurs ont analysé la consommation de pommes de terre et son association avec l'apparition du diabète de type 2. Ils ont observé que manger des frites 3 fois par semaine augmentait le risque de diabète de type 2 de 20%, tandis que consommer des pommes de terre bouillies, cuites au four ou écrasées n'avait pas d'effet significatif. En revanche, chaque portion hebdomadaire supplémentaire de frites entraînait une hausse de risque, tandis que remplacer des pommes de terre par des céréales complètes réduisait le risque. L'étude précise qu'en substituant 3 portions de pommes de terre par des grains entiers, le taux de diabète diminuait de 8%. A contrario, remplacer les pommes de terre par du riz blanc augmentait l'incidence du diabète, soulignant que le contexte alimentaire importe autant que l'aliment lui-même. Les auteurs mettent en garde car le mode de préparation et l'aliment de remplacement sont déterminants pour la santé, et les frites riches en glucides rapidement assimilables et en matières grasses semblent particulièrement délétères pour le métabolisme. Bien que ce soit une étude observationnelle, la recherche confirme les recommandations actuelles de privilégier les céréales complètes et invite à modérer la consommation de frites pour prévenir le diabète. Bon, heu, moi je suis assez, à chaque fois on a des petites confirmations comme ça, mais regardez lorsque l'on vient ajouter, par exemple, je vous le dis, de temps en temps, mais c'est très rare de trouver des aliments et glucidiques et gras dans la nature. Vous allez trouver soit des aliments glucidiques et protéiques, donc les légumineuses, et cetera, soit des aliments protéiques et gras, donc la viande, le poisson, les œufs, mais c'est très rare de trouver des glucides gras. Il y en a quasiment pas, en fait, si vous regardez, et c'est pour ça que ce mélange sucre-graisse, c'est pour ça que les gens, ils arrivent jamais à trouver le régime parfait, parce que quand ils disent: «Ils peuvent pas se passer de féculents et tout», en gros, ils peuvent pas se passer de féculents peut-être, mais si on leur enlève à leurs féculents leur cuillère d'huile d'olive ou de beurre ou de crème ou de je ne sais quoi, ils vont dire: C'est sec, ah j'arrive pas», et du coup, ils vont pas trouver ça sympa, quoi. Du riz blanc sans beurre, sans huile, voire sans sel, du coup, ils vont trouver ça beaucoup moins séduisant, et alors que pourtant, c'est et même une pomme de terre à l'eau, sans huile d'olive, sans sel ou sans beurre pour ceux qui mangent du beurre, c'est pas, le meilleur des aliments. Je parle au niveau du goût. Ben là, c'est la même chose, et d'ailleurs, c'est pour ça il y en a beaucoup qui font des frites, à l'air fryer, avec très peu d'huile, voire pas du tout. C'est pas vraiment la même chose parce qu'il y a pas justement cet ajout de matière grasse. Alors il y a d'autres problèmes, hein, l'acrylamide, tout ça, enfin la caramélisation en gros le côté doré qui a des effets nocifs, ça c'est un autre sujet, j'en avais parlé longuement sur le site dans une autre enquête. Mais là on voit que la forme, quand on modifie en fait l'aliment de base, ça marche pas, quoi, et pareil, est-ce que et là ils le disent pas, mais moi j'aurais aimé avoir ceux qui ne mangent pas du tout de féculents, de glucides et tout, qui en fait, ils tirent leurs glucides des légumes racines, des végétaux, allez, pourquoi pas un ou 2 fruits dans la journée, et j'aurais été curieux d'avoir le retour. Parce que là, c'est toujours facile de comparer,
riz blanc à pommes de terre et on essaye de trouver le meilleur pour, rassurer les gens. Sauf que est-ce que pommes de terre et riz blanc, c'est bien? C'est toujours pareil. C'est comme, hem, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Mais de vous prenez l'alcool et la cigarette, quel est le pire? Bon, si c'est le pire, c'est le tabac, on peut boire, tous les jours. Enfin, vous voyez, j'aime pas trop ce genre de réflexion. En gros, c'est comme de la politique, quoi. Il faut choisir entre le moins pire des pires, quoi. Et bah, il y a des solutions autres. Là, l'avantage, on n'est pas en politique. Dans la diète, il y a d'autres solutions. On peut aller chercher ailleurs nos enfin, entre guillemets «glucides», mais vous savez, les glucides, on n'a pas besoin, enfin, c'est pas pour rien que les glucides ne sont pas essentiels. Il y a pas de glucides essentiels. Il y a des acides aminés essentiels, il y a des acides gras essentiels, il y a pas de glucides essentiels. Pour la simple et bonne raison que notre organisme est entièrement fabriqué pour justement réussir à faire du sucre sans sucre. Enfin, pas entièrement, mais en tout cas, il sait concrètement fabriquer du sucre sans sucre. À partir de protéines, à partir de graisses, à partir de déchets également. Donc, il est quand même, enfin, c'est pour ça, en fait, qu'on ne manque jamais de glucose. Allez, si vous allez me dire, si de toute façon, si vous faites une hypoglycémie qui mène à la mort, c'est que l'organisme n'a pas fonctionné correctement, c'est-à-dire que les mécanismes de régulation de la glycémie, donc autonomes, c'est-à-dire d'aller puiser du sucre, ailleurs que là où il y en a, sous une forme directe, ne fonctionnent pas. Donc le problème ne vient pas de l'extérieur, donc du manque de sucre apporté, mais de l'intérieur, du manque du corps, de la faiblesse du corps à fabriquer du sucre, à partir d'autre chose. Et c'est pour ça, très souvent, on entend, moi je sais que c'était quelque chose qu'on me disait très très souvent: «Ah moi Théo, je peux pas couper les féculents», dans mes proches, hein, en entourage, «je peux pas couper les féculents, les sucres, sinon, je m'effondre». Mais c'est pas bon signe ça. Enfin justement, je pense que c'est ces personnes-là qui devraient se pencher sérieusement sur pourquoi ils s'effondrent quand ils baissent les féculents, parce que c'est pas la norme. En fait, ça veut dire que ces personnes-là manquent de flexibilité métabolique. Alors évidemment, si elles ont un diabète ou un diabète de type 1 ou 2, bon, il y a certainement d'autres recommandations. Encore que ça commence à changer aujourd'hui, mais bon, là, c'est le médecin qui guide, malheureusement aujourd'hui, il faut faire avec les données qu'on a, il faut pas s'amuser à faire l'apprenti sorcier. Mais pour les personnes qui sont catégorisées comme bien portantes, heu, c'est pas normal de manquer de flexibilité métabolique. C'est-à-dire de ne pas être capable de fonctionner en l'absence de féculents, de fruits, de sucre apporté, quoi. Et moi, c'était une des premières choses que j'avais remarqué quand j'avais commencé mon régime pauvre en glucides. Je m'étais dit: «Mais c'est quand même étrange, je peux aller courir, je peux tenir toute la matinée». Quand j'avais un boulot, à l'époque où je marchais énormément, j'avais zéro hypoglycémie, zéro coup de pompe, enfin non, je vais pas dire zéro coup de j'avais des coups de pompe, mais qui étaient pas liés à ça, quoi. Si j'avais des coups de pompe, c'est que j'avais mal dormi ou trop stressé des fois ou quoi, mais vous savez, pas le coup de pompe obligatoire de 11 heures du matin et de 15 heures, quoi. C'était beaucoup plus facile à vivre que, et aujourd'hui je le vois. Si jamais, je vais à l'hôtel ou vous savez en Airbnb et tout ça, quand vous avez les plateaux, pas les plateaux, les buffets, les petits déjeuners là, et quand on est en vacances, enfin moi personnellement, je m'amuse pas à faire la diète à 100, donc si j'ai envie de me faire un croissant, un machin, je vais le prendre, et ben, peut être sûr que c'est le matin où je vais être le plus mal, quoi. Parce que, justement, alors, parce que, c'est une hypoglycémie réactionnelle. Il y a trop de sucre qui arrive d'un coup. Alors mon corps, il booste, à mort, la sécrétion d'insuline, mais le problème, c'est que ça sort tellement qu'après, on fait une petite hypoglycémie, et c'est pas de réagir comme ça, c'est pas mauvais, dans le sens où ça veut pas dire que d'avoir une glycémie basse, de réagir et de vite réguler à la baisse, la glycémie, c'est pas une mauvaise chose, hein. La mauvaise chose, c'est l'hyperglycémie, hein. Pour rappel, l'hypoglycémie, c'est pas confortable. Pour ceux qui ont déjà des pathologies ou à risque, ça peut même être fatal, mais sinon d'avoir une glycémie basse, c'est pas pathologique, hein.
C'est pas grave, c'est au contraire qu'il y a une bonne régulation. Mais bon, après chaque cas est différent, c'est pour ça quand j'entends, même moi quand j'en parle, je parle de bien portant, je serais curieux de savoir, comment on définit un bien portant? Bon, ben, voilà, vous savez que les frites, c'est pas pareil que les pommes de terre. Donc, quand, souvent on se dit: «Bah, des frites, pourquoi? C'est pommes de terre, il y en a qui en mangent dans la diète et tout». Bah, non, c'est pas l'idéal et les chips non plus d'ailleurs, hein. C'est pas parce que c'est ce sont des pommes de terre que c'est bon. Bon après, là, ce week-end, j'ai mangé, d'ailleurs, je voulais vous en parler, mais j'ai mangé des je voulais faire un plat, du passé, c'est-à-dire, des spaghettis carbonara, mais pas des spaghettis sans gluten ou autre, hein. Spaghettis bruts, spaghettis numéro 5, voilà. Donc j'ai fait ça avec et pourtant j'ai pas mis de crème dedans, hein. J'ai mis enfin c'est de crème fraîche, quoi. J'ai mis une crème végétale, j'ai pas acheté des lardons 1er prix, j'ai acheté des vrais travers de porc et tout que j'ai coupés, que j'ai grillés avec des oignons blancs et des champignons. Bon, j'ai fait ça, le lendemain, mal au ventre. Et moi, c'est dedans, il y avait juste et puis j'ai mangé 2 boules de glace en dessert. Donc le lendemain, bah, j'avais le lactose et le gluten qui avaient fait leur effet dans mes intestins. Bah, j'ai eu mal au bide et c'est vrai que cette sensation de mal de ventre, heu, elle m'arrive plus, quasiment plus, en fait, et c'est pour ça que c'est un petit peu comme, vous savez, quand on arrête un multivitamine et on se dit: «Ou la vitamine D ou quoi» et parce qu'on n'a pas l'impression que ça fait quelque chose. Bah, en fait, ça empêche de tomber malade ou des trucs comme ça, enfin d'avoir un rhume ou des conneries comme ça en hiver et ben, là, c'est un peu la même chose. Quand on mange ce pourquoi on est fait, on se rend pas compte, mais on a quasiment plus mal au bide, quasiment plus de migraines. Enfin moi des migraines, j'en ai jamais, mais mal au bide, enfin ça c'est disparition quoi. Il y a plus de mal au ventre. Pour moi en tout cas quand je mange, ce pourquoi je suis foutu, il y a pas de problème, hein. Et je dis pas que je mange jamais de gluten, hein, mais souvent dans des doses modestes. Là le problème c'est que pas de carbo, c'est retour en enfance. Je m'en suis fait 2 assiettes quoi, normal. Et puis, et bah voilà, ça pardonne pas. Donc, les mais je peux comprendre avant moi ce mal de bide, je le trouvais enfin pour moi, c'est tout le monde avait un peu mal au ventre de temps en temps, c'était la norme. Sauf que je me suis rendu compte que non, c'était pas la norme. On voulait nous faire croire que c'était la norme parce qu'il y avait des médocs pour ça, donc si t'as mal au ventre, tu prends ça, machin. Puis en prenant du recul, tu te dis: «Mais c'est quand même plus cool de vivre sans avoir mal au bide, 1 ou 2 fois par semaine, quoi». Et ça arrive, bah, quand on se met à manger sainement. En tout cas enfin sainement. Faire attention sainement parce que la diète méditerranéenne est saine, mais bourrée de gluten. Ah oui, si vous la mangez avec le blé moderne, elle est bourrée de gluten, donc moi je parle de diète méditerranéenne entre à mi-chemin. Personnellement, celle que j'observe, c'est plutôt à mi-chemin entre la méditerranéenne et la paléo, quoi. Méditerranéenne pour les produits autour de la Méditerranée, donc l'huile d'olive, les poissons, tout ça, et paléo sur le côté non transformé, avec, on essaye d'éviter, les produits, qui sont arrivés un peu trop tardivement. Enfin, qui ont été, du par exemple, les pâtes, le pain, tout ça, quoi. Et moi, je dis pas aux gens de le faire, je dis que chez moi, ça fonctionne. Chez moi, ça m'a calmé mes problèmes de bide et tout. Bon après, il y en a pour qui, ils préfèrent. Mais ce week-end, je me suis quand même rendu compte que je préfère me passer de ça que d'avoir mal au ventre parce que se gâcher un dimanche, enfin un dimanche matin parce que ça m'a duré que le dimanche matin, mais se gâcher une demi-journée, pour une assiette de pâtes, flûte. Moi, ça me dit plus rien aujourd'hui, quoi. Peut-être que par le passé, ça me dérangeait pas parce que je dormais toute la matinée et maintenant que j'ai une vie plutôt, bien réglée, où j'aime bien me lever tôt et tout ça, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, quoi. Surtout que le dimanche matin, c'est le jour du ménage, donc c'est pas agréable. Donc les protéines végétales réunies égalent le lactosérum, donc les protéines de lait pour la récupération musculaire. Donc ça va plaire à ceux qui prennent des protéines végétales, mais faites attention parce que il faudrait pas prendre, vous savez, des protéines, par exemple, que de chanvre ou que de courge, enfin que de graines de courge.
Alors, c'est le site News Medical qui rapporte une revue systématique publiée dans la revue Nutrients, donc une bonne revue, hein, qui évalue l'efficacité des protéines végétales dans la récupération après un effort de résistance, donc de muscu, hein. En compilant 24 études menées auprès de jeunes adultes en bonne santé, les auteurs ont constaté que les mélanges de protéines végétales fournissant au moins 30 grammes de protéines et environ 2,5 à 3 grammes de leucine par prise sont aussi efficaces que la protéine de lait type whey pour la récupération musculaire. Les mélanges qui combinent par exemple pois, riz et soja, alors soja je vous le laisse, hein, moi j'en prends pas, permettent de compenser les déficits en acides aminés des sources isolées. En revanche, les protéines végétales utilisées seules, comme le soja ou le pois, s'avèrent moins performantes pour stimuler la synthèse protéique et favoriser la croissance musculaire. La plupart des études analysées portaient sur des réponses aiguës après un entraînement unique. Les données à long terme restent limitées, mais selon les auteurs, des essais plus longs sont nécessaires pour confirmer si ces mélanges végétaux soutiennent réellement la force et la masse musculaire de manière durable. Et parce que là, on parle de récupération, on ne parlait pas de masse musculaire ou de prise de force ou tutti quanti. Mais vous savez, si dans la journée vous mangez des œufs, du poisson, de la viande, et si votre shaker post-entraînement c'est de la protéine végétale, ça va, ça passe, hein. Là où il pourrait y avoir en fait, là où il y a le plus de problèmes, c'est quand vous êtes full végétal. Là, ça peut être plus fragile. Mais si dans la journée, vous apportez déjà des acides aminés sous une autre forme, avec des œufs, enfin voilà. Heu, Pourquoi? Parce que là, il y en a qui se disent: «Mais non, après l'entraînement, c'est important». Oui, bien sûr, c'est important, mais ça, c'est important quand on réfléchit à la fenêtre anabolique unique. C'est-à-dire qu'on pense que il y a qu'une seule fenêtre pour prendre de la masse musculaire, c'est juste après l'entraînement et après elle se referme. C'est pas comme ça. En fait, elle est soit grande ouverte, soit moyennement ouverte, soit presque fermée, en gros. Ce qui veut dire que juste après l'entraînement, elle est grande ouverte, on prend une prise de protéines. 1 heure et demie, 2 heures après, elle est encore ouverte, donc on fait un repas solide avec sa viande, son poisson, ses œufs. Et puis même le lendemain, 12 heures après, elle est toujours un peu entrouverte. Donc on peut manger à ce moment-là, encore un repas protéiné et tout. Donc c'est pour ça, la diversification des acides aminés, c'est pas obligatoire de les avoir immédiatement après l'entraînement. C'est sur la période de récupération qui va de 1 heure après l'entraînement jusqu'à, 12-24 heures. Alors effectivement, plus on s'approche de l'entraînement, plus c'est important, mais ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important et heu et c'est pour ça qu'il faut justement, pas trop se prendre la tête. Moi, en ce moment, j'ai une protéine végétale. Alors il y a pas de soja, hein. Je crois qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans ma protéine végétale? Ça doit être de la protéine de riz, de pois et peut-être de chanvre mélangé, je sais plus. Enfin bon bref, un truc qui est pas trop mauvais au goût. Elle me demandait pas, je ferai pas la pub, hein, hors de question, les compléments alimentaires. Mais bon, tout ça pour vous dire que, ça peut, pour la récupération en tout cas, être intéressant. Alors aujourd'hui, la récupération, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important dans la supplémentation, pour moi. Après je peux comprendre pour quelqu'un qui démarre la musculation ou qui est épais comme une tringle à rideau, lui ce qu'il veut c'est les effets les plus anabolisants possibles de ses compléments alimentaires. Moi, personnellement, je cherche des compléments alimentaires qui me permettent, de nourrir mes muscles certes, mais pas d'être, hyper, anabolisant, c'est-à-dire booster mon insuline, l'IGF-1, tout ça, ça je m'en branle. C'est pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui et pourquoi? Parce que tout simplement, 1, j'ai pas envie de faire du gras, parce que quand on stimule tout ça, on stimule aussi la prise de graisse et 2, de toujours stimuler ces voies-là en permanence, c'est pas bon pour la santé à long terme, hein. Donc je suis plus dans une optique de récup parce que, comme je vous le disais, enfin, comme beaucoup d'entre vous, on est des passionnés de sport souvent. Donc on aime ça. Contrairement à beaucoup qui se forcent à faire leurs 3 séances par semaine, nous, faudrait nous forcer à n'en faire que 3. Donc quand on s'entraîne régulièrement, souvent, donc moi, c'est 6 fois par semaine, hein, du lundi au samedi. Eh ben, il faut, avoir une bonne récupération. Surtout quand on arrive à la quarantaine, où le virage commence à devenir serré. Parce que le virage de la trentaine, c'est un virage, ça va. Il est tranquille, il est adouci. C'est une longue courbe sur l'autoroute, en fait. On sent qu'on change de cap, mais ça va.
Ça se gère. Celui de la quarantaine, on commence tranquillement c'est pas une épingle à cheveux, hein, ça c'est plutôt à la soixantaine. Mais à la quarantaine, on sent que le virage, ça commence à être un carrefour, quoi. On n'est plus sur l'autoroute, on est en ville et c'est un carrefour, c'est angle droit. Et après, à la cinquantaine, c'est une bonne épingle et puis, à la soixantaine, c'est un 180°, quoi, tu tires le manche. Et donc, c'est pour ça, l'idée, c'est la récupération parce que il y en a beaucoup comment dire? Ils mettent pas ça en ligne de compte. Ils s'entraînent depuis des années, comme moi, et puis les décennies passent et ils adaptent pas en fait les contours de leurs entraînements. Quand je dis les contours, c'est, comment ils récupèrent, comment ils mangent pour le récupérer. Ils prennent aussi peu au sérieux tout ça que quand ils avaient 20 ans. Sauf qu'il faut vraiment prendre au sérieux la diète notamment la diète et le sommeil. Alors sommeil, on peut pas y faire grand-chose parce que, par exemple, là, je prends le cas des températures élevées. Voilà, on peut juste essayer d'être au lit tôt et se lever tôt, mais sinon, ce qu'on peut contrôler, c'est la bouffe, quoi, et de manger, surtout suffisamment de protéines de bonne qualité. Ça, c'est en France, ça manque beaucoup, et d'ailleurs, je vais vous faire tout un truc là-dessus, hein, parce qu'on a beaucoup abîmé la réputation des protéines, en France. Heu, peut-être un peu moins dans d'autres pays, mais les protéines, elles ont été diabolisées, heu, alors, évidemment, si on parle du steak haché premier prix et de la charcuterie et des produits laitiers, ultra transformés, bourrés de sucre, si c'est ça les référentiels pour la protéine, ouais, vous pouvez vous en passer. Le gruyère râpé, tout ça, OK, pas de problème. Mais si on parle de la viande du boucher, nourrie à l'herbe, des œufs, de bonne qualité, du poisson, avec modération, mais de bonne qualité et les bons. Là, moi, ça me pose plus problème parce qu'on est quand même sur des aliments de base et constructifs, réparateurs, nécessaires, heu, où je connais beaucoup de personnes qui se sont, rendues compte que ça leur faisait beaucoup de bien de manger ça, à la place de se gaver de compléments alimentaires hyper protéinés, quoi, pour avoir leur total protéique. Et alors bien sûr, ça a un coût, tout ça, parce que manger de la protéine de qualité, ça coûte cher. Mais bon, si on n'achète pas les merdouilles à côté, du style les boosters avant l'entraînement, 50 kilogrammes de riz, par je sais pas combien de temps faut pour bouffer les 50 kilogrammes de riz d'ailleurs, et qu'on reste sur des aliments plus sains, qu'on n'achète pas de gâteaux, de merdouilles, de soda et tout, c'est autant d'argent qu'on peut investir dans la protéine de qualité. Mais bon, tout ça, je vais vous en parler parce qu'il faut remettre l'église au centre du village. C'est important, heu, parce que, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bullshit tout autour de ça. Alors, un régime pauvre en glucides pour soulager le lipoœdème, la clé de Suniva. Donc le lipoœdème, j'ai fait un cours dessus, pour s'il y a des femmes qui m'écoutent et qui sont intéressées par le lipoœdème, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Ça s'appelle, l'hypoœdème, les compléments et régimes qui fonctionnent. Donc, je vous le mets, dans les notes de l'épisode là, dans le chapitre sur le lipoœdème, vous verrez. Donc en fait, là, je vais vous lire et puis on en parle. Donc c'est Suniva Kwanpeng qui découvre dans l'adolescence la douleur d'un corps qui change, mais ce n'est qu'après 40 ans qu'un diagnostic tombe. Donc elle a un lipoœdème, c'est une maladie méconnue qui provoque une accumulation douloureuse et disproportionnée de graisse, notamment sur les cuisses, les mollets et les bras. Et les solutions restent limitées. Donc les seules aides reconnues sont les bas de contention pour soulager et parfois la liposuction qui est encore rare et très coûteuse, et tout le monde n'a pas envie de faire une lipo, parce que enfin voilà quoi, et c'est anesthésie, enfin c'est un acte quand même lourd, une liposuction. Je sais pas si vous avez déjà vu une liposuction dans des documentaires là, reportages et tout. On a l'impression qu'ils sont en train de poncer un capot, qui est complètement grêlé. Enfin bon, c'est un truc de fou. Inspiré, par son histoire personnelle, une thèse de l'université norvégienne de sciences et technologies, donc NTNU, teste l'efficacité d'un régime pauvre en glucides comparé à un régime pauvre en matières grasses. Donc 70 femmes âgées de 19 à 73 ans participent à 2 groupes, suivis pendant 8 semaines. Les 2 régimes contiennent les mêmes calories,
seule la proportion en glucides et matières grasses change. Donc qu'est-ce qui s'est passé et les nouveautés qu'ils ont observées? Le groupe en régime pauvre en glucides ressent moins de douleur. De plus, ces femmes perdent davantage de poids, se sentent moins affamées, alors que leur qualité de vie s'améliore, quelle que soit la diète suivie. Donc dans tous les cas, la qualité de la vie s'améliore. Donc elles font un régime, ça va mieux. Mais par contre, il y a plus d'effets positifs sur les douleurs et sur la perte de poids avec la diète pauvre en glucides. Donc, encore une fois, les glucides, il y a quelque chose. Là, on voit, en tout cas dans ça, bon, l'inflammation mesurée dans le sang ne change pas, laissant ouvert la piste d'une action directement sur les tissus adipeux. Il s'agit donc d'un essai contrôlé randomisé de courte durée avec un niveau de preuve modéré, faute notamment de suivi long terme ou d'analyse spécifique des tissus. De toute façon, c'est toujours très compliqué, puisqu'il y a un problème éthique avec la diététique dans les études, éthique avec la diététique. Pourquoi? Parce que si vous commencez à faire un régime comme ça, enfin, vous commencez à faire un test entre 2 groupes de personnes, il y en a un qui souffre moins, l'autre qui souffre plus, avec les graisses ou avec les glucides. Donc au bout de 15 jours, vous pouvez, 15 jours ou 2 mois, je sais pas, vous pouvez en tirer des conclusions, et puis publier votre machin. Problématique, c'est quand vous savez qu'il y en a qui souffrent moins que les autres, avec un certain traitement ou régime. Est-ce que vous avez envie de leur faire suivre pendant 20 ans celui où vous savez déjà que les 2 premiers mois, ils souffrent plus? C'est dérangeant et encore là, on est doux, on est soft. Et puis après, il y a autre chose. Les gens dans leur quotidien, ils font ce qu'ils veulent. Donc très souvent, c'est de l'observation, du déclaratif, mais moi, combien de personnes j'ai rencontrées, qui m'ont dit, «Je mange rien, je mange sainement». Mais ils mangent sainement à temps partiel. Ils mangent sainement entre les repas crades. Et le problème, c'est que, ils ont tendance à surévaluer, quand ils mangent sainement et sous-évaluer quand ils mangent pas sainement. Donc ils vont avoir, par exemple, tous les jours du sucre dans le café. Mais ça, ils en font abstraction. Ils vont avoir tous les jours, la petite cuillère de ketchup, et encore la petite cuillère, je suis gentil, de mayonnaise, ou ils sont pas capables de manger sans crème ou sans fromage râpé. Et ce sont des exemples, mais les gens, en fait, ils ont tendance à, vous savez, c'est comme devant les yeux, là, il y a une expérience où vous mettez un espèce de parasite, sur une image et au bout d'un moment, vous la voyez plus, votre cerveau, il l'annule parce qu'il y en a pas besoin. Ben là, c'est un peu la même chose, ils ont tendance à annuler ça, quoi. Ou d'autres, carrément, le week-end, alors la semaine, ils sont carrés, au poil de cul près, c'est nickel. Mais par contre, le week-end, ils sortent tellement des clous que leur, total calorique hebdomadaire, en fait, il explose et ils se disent: «Je comprends pas, je perds pas de poids, j'arrive pas à maigrir, voire je grossis. Pourtant, 5 jours par semaine, je mange ultra light. Bon, je me fais un peu plaisir le week-end, mais pas plus que ça». Ouais, mais le pas plus que ça, c'est déjà trop. C'est visiblement trop. Sinon, n'oubliez pas, il y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Et d'ailleurs, je voulais vous faire un retour sur, je vous invite à aller voir le reportage, Le plus gros perdant, Biggest Loser sur, Netflix. Très important. Donc, c'est 3 épisodes, c'est sur une émission aux États-Unis où on était sélectionné en fonction de son histoire personnelle, mais surtout du poids à perdre et en fonction de ça, on allait, à l'émission et l'objectif était d'être le plus gros perdant. Donc The Biggest Loser, le plus gros perdant, c'est un jeu de mots en fait pour dire le plus gros, celui qui a réussi à faire la plus grosse perte de poids, donc le plus gros perdant de graisse quoi en gros et enfin de poids. Et donc à la fin, le vainqueur gagnait, je crois, 250 000 $. Donc c'était une forme de télé-réalité. Il y avait des coachs et tout, qui allaient, un peu à la militaire. Alors les gros se faisaient insulter, de gros machins, de gros sales, de gros, donc il y avait un côté, un peu, aujourd'hui ça passe plus avec la grossophobie et tout. Avant ça faisait le show, les gens se faisaient la queue pour, pas se faire maltraiter, mais accéder à ça parce que non seulement il y avait l'argent, mais il y avait surtout le retour à la santé, vendu comme, l'idéal et tout. Et alors moi je suis, j'aime bien regarder ce genre d'émission parce que, moi j'ai un regard de détective là-dessus, c'est mon travail, j'enquête, donc j'ai l'œil du détective à essayer de voir et de comprendre les comportements. Et c'est vrai que là, dans l'émission, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont vraiment déterminées, d'autres qui le sont
moins, qui se trouvent des excuses et tout. Mais surtout, on a vu, ce qui est le plus important, c'est que beaucoup ont repris énormément de poids, voire plus qu'avant et souvent, ceux qui ont été les plus en forme. Pourquoi? Ils le disent, en fait, sans le dire. Ils disent: «Mais je com» parce que c'est la théorie du métabolisme, effondré, vous savez? Sauf qu'ils disent, vous écoutez, hein, je sais plus dans quel épisode, il dit: «Mais je comprends pas parce que après le show, j'ai continué à faire du sport et à un moment donné, le poids est remonté». Ouais, mais ce que tu dis pas, c'est que durant le show, tu avais le sport et la diététique et qu'après le show, tu as continué le sport, mais tu arrêté la diète et il le dit, un des gars, à un moment donné, il dit, «Personne n'était là pour manger ce que j'ai mangé, hein, donc c'est de la faute à personne». Et c'est un peu ça la problématique et c'est pour ça très souvent je parle de responsabilité individuelle parce que oui, un régime mal conduit, ça peut réduire le métabolisme. Mais c'est quoi qui réduit le métabolisme quand on fait un mauvais régime? C'est pas, juste la thyroïde qui ralentit, hein, parce que ça, c'est un effet, OK, c'est un effet, réel, mais c'est pas que ça. C'est qu'un régime mal conduit, c'est une grosse perte de masse musculaire et beaucoup de masse musculaire en moins, bah, c'est comme si vous passez d'un moteur de Ferrari à un moteur de 2 chevaux. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous passez d'un moteur de Ferrari à un moteur de 2 chevaux? Bah, vous allez moins souvent à la pompe, parce que vous consommez moins. Et ben là, c'est la même chose. Quand vous êtes obèse et musclé, vous avez une certaine masse musculaire, puisqu'il faut porter le poids de l'obésité. Il y a une certaine masse musculaire qui va se dégrader si c'est pas fait correctement. Donc s'il y a pas de sport et une alimentation protéinée, durant le régime, le muscle va se barrer et donc du coup, on va avoir un métabolisme dans les chaussettes. Mais c'est pas dû à un problè c'est pas la perte de poids qui pose problème, c'est la perte de muscle. On peut perdre du poids sans perdre de muscle, c'est-à-dire perdre du gras et donc c'est pareil, il y a beaucoup de personnes, on le sent dans l'émission, qui voyaient l'émission comme, un traitement et qu'après ils étaient guéris. Un petit peu comme, bah, vous avez, je sais pas, la grippe. La grippe, vous vous traitez. Bon, le traitement de la grippe, c'est du repos et tout ça, il y a assez peu de traitements et puis après, c'est bon, vous pouvez reprendre votre vie comme avant. Il y en a beaucoup qui voient la perte de poids comme ça, c'est-à-dire ils voient le surpoids comme un problème, une maladie à enlever, donc ils prennent d'ailleurs, on voit tous les médicaments qui sortent aujourd'hui. Ils veulent traiter ça, mais et revenir comme avant, c'est-à-dire, ils font pas le lien entre c'est les frites, les sodas et mon canapé qui m'ont conduit à être obèse. Donc si je reprends ce rythme-là, après mon régime, je vais redevenir obèse. C'est pas de la faute au régime, c'est de la faute à mes habitudes de vie. Le régime, en fait, il est juste là pour, donner un peu de répit au corps, reperdre un peu l'excès de poids et tout. En fait, il sert qu'à ça, hein, chez les personnes qui sont en surpoids. Mais la problématique, c'est que, vu qu'ils font pas de sport, ils savent mal faire les régimes. À chaque nouveau régime, ils perdent un peu plus de masse musculaire, donc le métabolisme ralentit, donc ils reprennent plus de graisse et ils sont en plus mauvaise santé après chaque régime. Et c'est ça qui est, dommage. Alors moi, je suis pour faire mon avis sur mon retour sur ce documentaire, sur ce reportage, sur cette série, je sais pas comment on appelle ça. C'est du divertissement. Moi, j'aime bien regarder ça. Après, c'est vrai que je suis pas fan de me faire gueuler dessus par un coach, mais c'est à l'américaine. Eux, ils faisaient comme ça. À un moment donné, si les gens cautionnaient pas, ils auraient pas regardé, hein, même si on sait que les gens, moins ils cautionnent, plus ils regardent. Mais en attendant, il y avait une certaine dynamique, ça ça montrait à certaines personnes que c'était possible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les gens qui sont fortement en surpoids ne peuvent pas faire de sport, ne peuvent rien faire. Or, il y a quand même des choses à faire. Alors évidemment, on évitera de pousser à l'extrême, comme je sais plus comment elle s'appelait, celle qui a fait une rhabdomyolyse là, dans l'épisode. Donc ça, en fait, en gros, c'est un effondrement des muscles avec une libération des liquides, dans l'organisme, donc ça peut être toxique. Mais et ça arrive, par exemple, chez des crossfitters quand ils poussent très, très loin, l'intensité, ça peut arriver, hein. Ça arrive pas que à des gens obèses, qui sont pas conditionnés. Ça arrive à des gens qui poussent la machine très, très loin. Il y a quelqu'un chez qui c'est arrivé là, qui avait voulu faire abattre un record de squat ou je sais pas trop quoi, à qui c'est arrivé aussi. Mais
En gros, un bon échauffement, une bonne condition physique. Si vous partez de 0, n'essayez pas de courir un marathon. Si vous partez de 0, n'essayez pas de faire un record au squat, développé couché, machin, tout ce que vous voulez. En fait, il y a une habituation à avoir et enfin voilà. Et eux, ils l'ont fait un peu démarrer, sur les chapeaux de roue, bon, bah, son corps a pas tenu. Mais bon, elle a eu le courage quand même dans le reportage de continuer au moins la diète. Elle a un peu perdu, mais assez peu. Et après, elle s'est rapidement fait virer. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai pas compris la négativité qu'il y avait envers elle. Mais bon, bref. Hem, Moi, je peux pas être contre ce genre de documentaire. Je sais qu'il y en a plein qui sont contre, qu'ils ont arrêté sous la pression des médias qui disaient: «C'est pas bien». Bon, la pilule de caféine comme produit dopant, heu, là, il faut enfin, si c'est que ça, les coachs, ce qu'ils recommandaient, les doses de caféine, c'est léger, quoi. Parce que la caféine, alors peut-être qu'aux États-Unis, ils ont peut-être pas la limite que nous on a sur les milligrammes autorisés par capsule. Et puis même de toute façon une capsule, si on vous dit, c'est très hypocrite, si on vous vend des capsules maximum 50 milligrammes, bah, les gens ils vont en prendre 4 en fait, au lieu d'en prendre, une de je sais pas 200 ou 300 milligrammes. Donc, la problématique, c'est que, ils ont rien trouvé d'autre que de mettre en avant des produits, fluo, bleus, roses, machin, mais en fait, c'était de la caféine visiblement. Donc il y a pas, enfin pour moi, il y a pas mort d'homme. Après, il y a autre chose qui m'a particulièrement, intéressé, c'est il y a un des coachs qui a fait une crise cardiaque. Pendant une séance de sport, il explique, qu'il a fait une crise cardiaque et donc, on voit tout de suite des personnes, opposées, à la forme physique ou je sais pas, hein, en tout cas qui disaient: «Bah, vous voyez, vous nous disiez de perdre notre poids, pour justement que ça nous arrive jamais la crise cardiaque, alors que ça vous arrive». Il y a quelque chose, qui est assez intéressant parce que c'est cette personne-là, le coach, en regardant rapidement, il suivait une diète végétarienne. Alors je sais pas s'il était toujours en diète végétarienne à l'époque, mais ils ont pas mis en avant ce fait-là. Où justement la diète végétarienne, je crois même qu'il avait basculé en végétalien à un moment donné et heu et ça c'était avant sa crise cardiaque, il avait basculé sur ces régimes-là. Donc est-ce que, pourquoi on n'en a pas parlé alors que ces régimes-là sont censés protéger l'individu également au niveau cardiovasculaire? Bah, tout simplement parce que, moi je vous le dis, hein, là il y a pas bon déjà qu'on cache ça, ça me gêne un peu, mais c'est surtout il y a autre chose, c'est que moi, vous, n'importe qui, on peut faire une crise cardiaque, peu importe la diète qu'on a. Lui, visiblement, je crois que c'était un facteur génétique, sa mère était déjà morte d'une crise cardiaque. Ça peut nous arriver à tous. Moi, demain, je peux m'effondrer par terre en fonction des antécédents qu'on a, dans la famille, on a des fragilités et la problématique, c'est que les gens ont souvent tendance à prendre ça et se dire: «Bah, tu vu, lui, il a eu ça, donc ça sert à rien de faire du sport» et ça, c'est des mauvais raisonnements. Pour moi, là, quand ils réagissent comme ça dans le documentaire, c'est un petit peu, pour moi, si vous connaissez le sketch de Fabrice Eboué sur Dédé dans le bar avec la terre plate, pour moi, c'est la même chose, c'est des dédés ces gens-là. Ils veulent pas ouvrir les yeux. C'est un petit peu comme ceux qui se disent: «Je peux fumer, regarde, Jeanne Calment, elle a fumé jusqu'à 120, je sais plus quel âge là et elle est morte, enfin elle a fumé toute sa vie, elle est morte tard». Non, c'est pas comme ça qu'on observe le monde, en fait. On l'observe par les statistiques, les moyennes, pas par enfin par les tendances, pas par les cas uniques, hein. Parce que pour rappel, il y en a un qui a survécu dans un crash d'avion, il y a pas longtemps. Je pense pas que ça domine. C'est pas parce que ça existe que, tu vas survivre au prochain crash d'avion. Bon, c'est et ça, regardez, il y a un truc, mais Étienne Klein en parlait dans une de ses conférences, mais quand il y a une nouveauté, une découverte, enfin quelque chose, de nouveau, plus ça peut probablement remettre en question notre mode de vie, plus ça va être critiqué, discuté. Des gens vont même écrire des livres pour dire, «En fait, c'est pas ça, machin». Regardez le climat, regardez, je sais pas, l'écologie, regardez, en politique, les guerres, enfin tous ces trucs-là. Dès que ça peut impacter le confort de l'individu, il va y avoir des vérités, des contre-vérités, on ne sait pas qui croire, blablabla. Mais quand c'est un domaine
qui change, qui apporte une réelle découverte. Lui, il parle du boson de Higgs. Personne n'a contesté, la découverte du boson de Higgs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça change la vie de personne. Et regardez, dès qu'on touche à réduire les libertés ou réduire le confort des gens, ça crée beaucoup de critiques. On le voit pour la bouffe et pour le sport. Les excuses, pour pas faire du sport ou pas manger sainement, souvent, on entend des trucs, «Ouais, mais regarde lui, est-ce qu'on sait». Moi, je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit: «Ouais, mais aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose. Et aujourd'hui on dit qu'il faut manger ça, demain on dit qu'il faut manger autre chose. Ça change tout le temps, on n'a pas de connaissances. Regarde, avant ils mangeaient ça et pourtant, tout allait bien. Il faut manger comme nos grands-parents, du pain, du machin, des casseroles de marmites de je sais pas trop quoi, du fromage à tous les repas». Enfin bon bref, tu compris. Et pourquoi? Parce que dès qu'on touche au confort d'un individu, s'il a pas envie de se remettre en question et de changer ses habitudes, il va rentrer dans la défense de ses mauvaises habitudes et dire: «Oh bah, ouais, on parle beaucoup de ça, mais on oublie, que c'est machin». C'est le fumeur qui dit: «Ouais, mais attends, je fume, mais je suis pas au bar le soir». Et l'alcoolique, il dit: «OK, je bois un peu, mais je fume pas». Et le drogué et celui qui prend du cannabis, il dit: «Ouais, c'est de la drogue, douce, c'est pas de la coke». Puis celui qui prend, bon, tu compris. Et on a toujours tendance à se rassurer en regardant celui qui fait pire que nous, ou se dire: «Oui, mais je fais ça, mais est-ce que c'est vraiment si mal que ça?» machin. Et par contre, dès que c'est quelque chose qui ne touche pas le confort ou le quotidien de l'individu, les gens l'acceptent facilement. OK, on a découvert le trou noir, OK. OK, on a découvert, le boson de Higgs, OK. Ils l'acceptent quoi, ils s'en foutent. Bah, pour le surpoids, souvent, c'est pareil. Si vous avez le malheur, là, le pauvre coach, il a eu le malheur de faire une crise cardiaque. Bon, après, il est un peu détestable, hein, quand il gueule sur les gens. À un moment donné, il gueule sur une nana qui est sur son tapis de course. C'est pas. Moi, j'aurais réussi à lui faire courir les 30 secondes plus facilement sans lui hurler dessus avec des mots beaucoup plus. Enfin bon, bref. Donc voilà, c'était pour faire le show, mais je trouve ça détestable qu'on attende. En fait, tu un peu l'impression que c'est des crocodiles qui attendent que l'agneau tombe dans l'eau pour le bouffer, quoi. Et là, ils attendent avec impatience un mec qui fait tout bien pour qu'il lui arrive une saloperie pour dire: «Tu vu? Ça sert à rien, en fait. On peut recommencer, va m'acheter mon paquet de clopes et une bouteille de pastis». Et c'est dommage, quoi. Enfin, c'est dommage, après chacun fait ce qu'il veut. Moi, je veux pas. S'il y a des gens qui ont envie d'avoir une vie courte, c'est leur choix, hein. Mais bon, voilà mon retour sur ce documentaire. Vous pouvez le retrouver sur, Netflix. Ça s'appelle, The Biggest Loser, le poids du show. C'est en 3 épisodes. Moi, je les ai regardés quasiment d'une traite. Ça m'a bien plu, voilà. Bon, si vous avez envie d'en savoir plus sur le lipoœdème, vous avez un lien dans les notes de l'épisode. Et si vous voulez connaître les clés de la motivation à l'âge adulte, et d'ailleurs, ils auraient dû leur envoyer ça quand ils sont sortis de Biggest Loser. C'est comprendre pourquoi tu n'agis pas même quand tu as envie d'agir, et que pourquoi c'est pas de la paresse et tout ça. Enfin, et reprogrammer son environnement pour qu'il travaille pour toi, pas contre toi. En fait, tout un tas de choses. Moi, c'est hyper intéressant pour moi, en tout cas, parce que n'oubliez pas que chaque enquête que je vous propose, ça a d'abord été une enquête pour moi. Très égoïstement, en tant que passionné, moi, je fais des recherches pour moi. Je fais des recherches, je pousse le curseur très loin. C'est pour ça que je fais beaucoup d'heures de travail, parce que je fais des recherches tout le temps. Et quand je sens que j'ai trouvé quelque chose, que ça y est, il y a des choses, qui ont du sens, et qui sont vraiment, compatibles avec un mode de vie fitness et tout, je propose, parce que je sais très bien qu'il y en a qui sont comme moi, parmi vous, qui ont envie de pouvoir s'entraîner le plus longtemps possible, qui ont pas envie d'être dépendants des applications de machin, de comptage, de bidule, de trucs et tout, et qui ont envie d'être le plus autonome, le plus, comment on appelle ça? Créatif possible avec l'entraînement, avec la diète et tout, et qui ont envie, tout en ayant envie d'avoir une vie équilibrée, vie sociale, avec leurs femmes, leurs gosses, leurs maris, leurs amis, leurs parents. Et pour moi, ça s'arrête pas. Je déteste le mode de vie bodybuilder qui s'isole dans son monde et qui ne voit plus personne. Alors ça, pour moi, c'est sombre, c'est angoissant, je veux pas de ce mode de vie, surtout pas.
C'est tôt ou tard, ça conduit au nœud autour de la gorge dans le garage à la dépression sévère, quoi. Non, il faut être tourné vers le monde. Heu, enfin bon, voilà. Donc je vous recommande d'aller voir ça. Ça s'appelle «Les clés de la motivation à l'âge adulte» et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Bonne reprise pour ceux qui reprennent cette semaine. Bon départ en vacances pour les tardifs et puis, heu et puis on se retrouve de l'autre côté pour ceux qui ont envie de continuer avec moi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.